Alors, dans cette vidéo, nous allons voir un exercice très classique en mécanique quantique, qui est l'exercice du puits de potentiel infini. C'est-à-dire que ici, j'ai tracé le potentiel V de x en fonction de x. Donc sur moins l'infini 0 et sur L plus l'infini, on voit que le V, donc le potentiel, tend vers plus l'infini. C'est pour ça que j'ai mis ici des pointillés. Et par contre, entre 0 et L, eh bien, j'ai un potentiel V qui est égal à 0. Donc là, on voit bien la notion de puits, puisque ici, j'ai comme ici, si j'avais un puits. Hop, et puis après, je remonte. Donc le puits, il est ici, entre 0 et L. Et je note phi, la fonction d'onde associée à cette onde. Alors moi, l'idée, ça va être de démontrer tout d'abord que l'énergie est quantifiée, donc au niveau du puits, l'énergie est quantifiée, et en plus, on va trouver la fonction d'onde. Donc pour ça, nous allons écrire l'équation de Schrödinger indépendante du temps, parce qu'ici on nous disait que dans l'énoncé on prenait en compte, enfin on prenait pas en compte le temps, donc on va écrire directement la fonction, l'équation de Schrödinger indépendante du temps. Donc l'équation de Schrödinger indépendante du temps, donc je mets ES pour équation de Schrödinger, pour aller plus vite, et 1 pour indépendante. Donc l'équation de Schrödinger indépendante du temps est la suivante, je sais que c'est E phi de x est égal à h phi de x avec E l'énergie, donc phi la fonction d'onde, et le h qui est l'opérateur hamiltonien. Alors l'opérateur hamiltonien, justement, quand on est indépendant du temps, on sait que c'est moins h bar carré sur 2m fois d2 sur dx2 plus v de x. Et donc le tout selon phi de x. Donc déjà, on va appliquer cette équation de Schrödinger dans les zones où le V tend vers plus l'infini, c'est-à-dire entre moins l'infini 0 et entre L et plus l'infini. Alors, normalement, tu sais d'après le cours que quand le V, donc quand le potentiel est infini, la fonction d'onde est nulle, mais là, on va juste redémontrer très facilement pourquoi. On va peut-être faire un petit raisonnement par l'absurde, on va supposer que phi est différent de la fonction nulle, donc là où le V tend vers plus l'infini. Donc là, j'aurai une contradiction, puisque ici, j'aurai quelque chose de fini, puisque E est fini, et que phi, du coup, serait aussi quelque chose de fini. Et donc là, j'aurai, du coup, quelque chose de fini. Alors que là, j'aurai le V qui, lui, tend vers plus l'infini. Avec ça, ça fait plus l'infini, fois le phi qui tend vers, qui est aussi quelque chose de fini. Et donc, j'aurai ici quelque chose qui tend vers plus l'infini, mais ici, j'aurai quelque chose de fini. Donc, j'ai une contradiction, ça, c'est pas possible. Et donc j'en déduis que phi n'est pas différent de la fonction nulle, donc en fait phi est égal à la fonction nulle. Donc attention, ça c'est uniquement quand le v tend vers plus l'infini, c'est-à-dire que dans cette zone-là, j'ai le phi qui est égal à 0, et dans cette zone-là, j'ai aussi le phi qui est égal à 0. Alors pourquoi c'est important de faire ces deux zones-là alors que moi je cherche ce qui se passe entre 0 et L? Et bien parce que je sais que phi est continu, la fonction d'onde est continue, et donc si phi est continu, et bien là je vois que en 0 du coup ça va être égal à ça, donc c'est-à-dire à 0, donc c'est-à-dire j'aurai phi de 0 qui sera égal à 0, donc phi de 0 égale 0, et de la même manière ici quand je vais vers L, donc j'ai phi qui vaut 0, donc du coup phi de L est aussi égal à 0. Donc ça, ce sont les deux conditions limites que je vais utiliser pour résoudre tout à l'heure, pour trouver les constantes qui viendront de l'équation différentielle que je vais trouver juste après. Donc ça, on le garde en tête, et on l'utilisera tout à l'heure. Donc phi de 0. Maintenant, donc ça, c'est ce qui se passe dans les deux parties où le v tend vers plus l'infini. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour x compris entre 0 et L? Pour x compris entre 0 et L, je vois que j'ai le v qui est égal à 0. Comme v vaut 0, je vais remplacer ici le v par 0. Donc ça me fait e fois phi de x qui est égal, donc moins h bar carré sur 2m fois d2 sur dx2 plus le v qui vaut 0 et donc phi. Donc ça fait d de phi finalement sur dx2. Et là, je vois que j'ai une équation différentielle en phi, puisque là j'ai phi tout court, et puis là j'ai la dérivée seconde. Donc je vais tout regrouper à gauche pour mettre sous forme canonique. Donc j'ai d de phi sur dx2, avec le moins h bar carré sur 2m, alors qu'il devient plus h bar carré sur 2m du coup, puisque je l'ai passé à gauche, plus e phi de x, qui est égal à 0. Là, je vais mettre sous forme canonique. Donc, pour mettre sous forme canonique, il faut que je divise par le coefficient qui est devant la dérivée seconde. Donc, je vais diviser par h bar carré sur 2m. Et donc, je vais multiplier par 2m sur h bar carré. Ça me donne donc d2 phi sur dx2
plus 2m fois e sur h bar carré fois phi de x qui est égal à 0. Et donc là, je reconnais une équation, donc mon équation différentielle, hein, la même que tout à l'heure, bien sûr, mais avec ici, sous forme canonique, avec ici la dérivée seconde, et ici, la fonction sans dérivée. Donc moi, ce que je vais faire pour simplifier la suite, c'est que je vais poser k carré, qui est égal à ça, c'est-à-dire 2me sur h bar au carré. Donc je peux bien poser k carré égale ça, parce que normalement l'énergie est positive. Au pire, si l'énergie est négative, bah, le k sera imaginaire pur, hein, ça c'est tout à fait possible. Mais ici, on va supposer que l'énergie est positive. Donc en posant k carré égale ça, je vais pouvoir résoudre mon équation différentielle. Et là, comme j'ai une équation différentielle du second ordre, je sais que pour la résoudre, il faut que je pose l'équation caractéristique. Donc ce qu'on appelle l'équation caractéristique, c'est quand je remplace la dérivée seconde par r carré. Donc là, j'ai r au carré, ici plus k carré, et ici le phi je le remplace par rien parce que j'ai pas de dérivée, donc r carré plus k carré est égal à 0. Je résous cette équation, ça me fait r carré égale moins k carré. Alors tu vas me dire, bah attention, là j'ai quelque chose de positif, là j'ai quelque chose de négatif, donc il n'y a pas de solution. Alors si, dans les réels il n'y a pas de solution, mais là le r du coup va être imaginaire pur, puisque les racines de cette équation, bah, c'est r1 qui est égal à ik, puisque si je fais r carré, donc ça fait i carré moins 1 fois k carré, donc ça fait bien moins k carré, et r2 qui est égal à moins ik, parce que si je mets au carré, et bien ça va me redonner aussi moins k carré. J'en déduis donc que la solution de mon équation différentielle, c'est phi de x égale, alors je rappelle, hein, la formule c'est grand A exponentielle r1x, donc c'est-à-dire ikx, plus grand B exponentielle r2x, c'est-à-dire moins ikx. Ça, c'est les solutions d'une équation différentielle d'ordre 2, avec les racines qui sont R1 et R2, et donc j'ai grand A exponentielle R1x plus grand B exponentielle R2x. Maintenant, je vais pouvoir, utiliser les conditions initiales pour trouver le A et le B. Alors, on va voir qu'en réalité, ces conditions ne vont pas me donner le A et le B, mais ils vont me donner, comme une relation, mais ils ne vont pas donner la valeur. Mais, par contre, ça va me permettre de montrer que l'énergie est quantifiée. Donc, pour ça, ce qu'on va faire, c'est que, hop, on va pouvoir effacer l'équation différentielle qui ne nous sert plus, et le k carré égale 2me sur h bar carré, je le mets sur le côté. Donc ça, c'est 2me sur h bar au carré. Du coup, que vaut phi de 0 ? Phi de 0, ça me donne a exponentielle de 0 plus b exponentielle de 0. Exponentielle de 0, ça fait 1 ici aussi, donc ça fait a plus b. Donc j'ai phi de 0 qui est égal à a plus b, donc qui est égal à 0, d'après ce qui est marqué là. Et j'ai phi de L qui est égal du coup à grand A exponentielle IKL plus grand B exponentielle de moins IKL. Alors, on voit que ça va très bien simplifier, parce que A égale B, ça va donner A égale moins B ou B égale moins A, donc je vais plutôt l'écrire B est égal à moins A. Alors, puisque B vaut moins A, bah ici je vais remplacer directement B par moins A, comme ça ce sera plus simple. Et donc, il ne faut pas oublier, hein, je ne l'ai pas noté, mais phi de L est égal à 0, donc j'ai tout ça qui est égal à 0. Donc là, je vois que je peux maintenant factoriser ici par A, puisque j'ai remplacé B par moins A. Donc ça fait grand A facteur de exponentielle IKL moins exponentielle de moins IKL qui est égal à 0. Or, le grand A n'est pas égal à 0, puisque grand A, si grand A vaut 0, bah, le problème c'est que B vaut aussi 0, et donc à ce moment-là, bah, j'ai tout ça qui vaut 0, donc j'ai phi qui vaut 0. Donc c'est-à-dire que phi finalement serait égal à 0 partout, ce qui n'est pas logique, puisque ici j'ai un potentiel qui passe de l'infini à 0, donc j'ai forcément le phi qui va varier. Donc, puisque A est différent de 0, je peux diviser tout ça par A, ou alors je dis, bah, c'est un produit nul, donc forcément le A, lui, vaut pas 0, donc c'est la parenthèse qui vaut 0, donc je vais le faire directement en disant que, du coup, ça veut dire que c'est la parenthèse qui est égale à 0. Et là, je reconnais la formule de l'air, hein, EIθ moins E de moins Iθ, et ça, je sais que c'est égal à 2i sinus θ, donc ça fait 2i fois sinus de KL. Et donc tout ça est égal à 0. Je vois que je peux diviser par 2i qui est différent de 0, donc pareil, je vais le faire directement, comme ça, ce sera plus simple. Et donc ça me fait sinus KL est égal à 0. Or, quand le sinus KL est égal à 0, je sais sur le cercle trigonométrique que je suis soit à droite, soit à gauche, c'est-à-dire c'est 0 modulo pi, et donc 0 modulo pi, ça s'écrit npi. Donc ça veut dire que KL est égal à npi, avec n qui appartient à grand N, on va supposer que K est positif, si de toute façon ça ne changera rien. Et donc, ça me fait KL égale NP.
Mais quel est l'intérêt de trouver ça? Parce que finalement, ça ne me donne pas la valeur de grand A. Donc c'est ce que j'ai dit, hein, ça ne donne pas la valeur de grand A. Par contre, à partir de là, eh bien, on va pouvoir montrer que l'énergie est quantifiée. Puisque si on reprend la formule qui est ici, hein, on a K carré qui est égal à 2ME sur H bar carré. Donc si j'isole le E, ça me fait grand E égal. Donc je passe le H bar carré au-dessus et le 2M en dessous. Donc ça fait H bar carré, hop, donc H bar carré fois K carré, le tout divisé par 2M. Hein, H bar carré K carré, le tout divisé par 2M. Avec le K, donc K c'est NP sur L, donc pareil là, hop, je divise directement par L, c'est plus rapide. Et donc ça me donne grand E, qui vaut H bar carré sur 2M, et le K carré, donc K carré c'est N carré, pi carré sur L. Donc N carré, pi carré sur grand L, avec toujours le petit n qui appartient à grand N. De toute façon, on voit que s'il appartient à Z, ça change rien puisqu'il est au carré. Et c'est là qu'on voit que l'énergie est ce qu'on appelle quantifiée, puisque le n appartient à grand N, donc il peut valoir que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et donc, si par exemple, je ne peux pas avoir n qui vaut 0,5 ou 3,8 ou je ne sais quoi. Et donc, on voit bien qu'on a des niveaux d'énergie, donc on peut mettre En, puisque le E va dépendre de n, un peu comme une suite, avec le n qui correspond à des niveaux d'énergie. Donc ça, c'est la démonstration du fait que l'énergie est ce qu'on appelle quantifiée. Donc ça, c'est bien beau, mais ça ne va toujours pas donner la valeur de grand A et de grand B. Alors B, je sais que c'est égal à moins A, donc déjà, je vais pouvoir remplacer ici le B par moins A. Et maintenant, on va pouvoir enlever tout ça et déjà simplifier l'expression. En fait, pour simplifier cette expression de phi, je vais faire exactement ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais factoriser par grand A, donc ça fait grand A facteur de EIKX moins E de moins IKX, et donc comme tout à l'heure, hein, j'utilise la formule de l'air, ça me fait 2i sinus kx, donc ça fait 2ia sinus de kx. Donc voilà ce que je trouve comme phi de x, mais j'ai toujours pas l'expression de grand A. Pour trouver l'expression de grand A, on va ce qu'on appelle normaliser phi, puisqu'il y a une propriété qui nous dit que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de phi carré de x dx est égale à 1. Et donc c'est ça, c'est cette condition-là, cette équation-là, qui va me permettre de trouver la valeur de grand A. Alors phi de x, attention, ici je l'intègre de moins l'infini à plus l'infini, mais je vois que le phi, il ne vaut cette expression-là que entre 0 et L. Hein. Ici, je rappelle qu'il valait 0. Donc d'abord, si j'utilise la relation de Schall, hein, ça fait l'intégrale de moins l'infini à 0 de phi carré dx, plus l'intégrale de 0 à L de phi carré dx, plus l'intégrale de L à plus l'infini, encore une fois, de phi carré dx, qui est égal à 1. Sauf que là, de moins l'infini à 0, le phi vaut 0. Phi 0 au carré, ça fait 0, donc l'intégrale de 0, ça fait 0. Là aussi, entre L et plus l'infini, le phi vaut 0, donc l'intégrale de 0, ça fait 0. Donc il me reste juste l'intégrale de 0 à L de phi carré dx, qui est égal à 1. Et donc je vais pouvoir calculer cette intégrale. Alors, pour calculer cette intégrale, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir effacer tout ça, garder uniquement l'expression de phi. Et donc, on va pouvoir remplacer phi par ça, parce que ça, cette expression, hein, elle était vraie pour x compris entre 0 et grand L. Alors, quand on fait phi carré, donc je mets tout ça au carré, donc ça fait l'intégrale de 0 à L, donc 2 au carré, ça fait 4, i carré, ça fait moins 1, le a au carré, et le sinus au carré, donc sinus carré de kx dx, et tout ça est égal à 1. Le moins 4a carré, je vais pouvoir le sortir de l'intégrale, et pour ne pas m'embêter, je vais le passer à droite, je vais diviser. Hein. Donc à droite, ça va me donner 1 divisé par moins 4a carré, c'est-à-dire moins 1 sur 4a carré. Maintenant, ici, je vois que j'ai l'intégrale de 0 à L de sinus carré de kx dx. Alors, je ne connais pas la primitive de sinus carré de u. Par contre, je sais que je peux transformer ça, puisque je rappelle que cosinus de 2a, ça vaut 1 moins 2 sinus carré a. Donc si je passe à gauche, ça fait sinus carré a égale 1 moins cosinus de 2a. Et je vois que je peux tout diviser par 2, et donc ça me fait 1 moins cos de 2a, le tout divisé par 2. Donc ici, je vais appliquer cette formule avec le petit a qui vaut kx, et donc ça me donne l'intégrale de 0 à L de 1 moins cosinus de 2kx, le tout divisé par 2,
et donc dx, hein, bien sûr, et donc tout ça égale moins 1 sur 4a carré. Alors là, comme tout à l'heure, le sur 2, je vais le passer devant, comme ça du coup, hop, j'aurai ici du 1 demi, et je vais même le passer à droite, hein, je multiplie par 2, comme ça j'aurai moins 2 sur 4a carré. Maintenant, je vais pouvoir, si je le fais tout de suite, hein, hop, ça fait comme ça, moins 2 sur 4a carré. Maintenant, je vais pouvoir faire la primitive de tout ça. Donc si je fais la primitive de 1, c'est x, que si j'intègre par rapport à x. La primitive de cos u, je sais que c'est sinus de u sur u', avec le u' ici qui vaut 2k. Donc là, ça marche parce que le u' est une constante, entre 0 et L, et donc moins 2 sur 4, ça fait moins 1,5, donc ça fait moins 1 sur 2a carré. Maintenant, on va remplacer le x par L, le x par 0. Donc ça nous donne, alors je vais le faire en dessous, hein, comme ça j'aurai un peu plus de place. Donc là, si je continue mon calcul ici pour garder la valeur de phi, donc en x, en L, donc ça fait L, moins sinus de 2KL le tout sur 2K, moins, je remplace le x par 0, sauf que quand x vaut 0, bah là ça fait 0, sinus de 0 ça fait 0, donc finalement quand x vaut 0, ça fait 0. Donc du coup je mets rien, mais ici je ferai moins 0. Et donc tout ça égale moins 1 sur 2a carré. Sauf que ça vaut quoi sinus de 2KL? Bah, je rappelle que KL, on a vu que c'était égal à NP, hein, ça c'était la formule qu'on avait vue tout à l'heure. Et donc j'ai 2KL qui est égal à 2NP. Et donc, que vaut à ce moment-là le sinus de 2KL? Bah, si on refait un petit cercle, il faut se rappeler hein, que 2NP avec le n qui est entier, 2pi c'est un tour, donc 2NP c'est n tours. Mais si je fais n tours, et bien je vais retomber ici sur 0 finalement. Et donc, que vaut le sinus de 0? Bah, sinus de 0, ça fait 0. Donc, ça veut dire que sinus de 2KL, ça fait 0, et donc ce terme peut s'en aller. Donc, je vois que ça me simplifie très bien l'équation. Puisque maintenant, si j'isole le a, donc là je vais repasser le a carré à gauche, que c'est ça que je cherchais. Donc j'ai a carré qui est égal à moins 1 sur 2L. Et donc, alors encore une fois, j'ai un carré qui est négatif, mais ça veut dire que mon a est imaginaire pur. Et donc ça fait a égale, alors attention, plus ou moins, parce que je prends le carré. Et donc ça fait i sur racine de 2L. Alors, la question c'est, bah oui, mais du coup j'ai un plus et un moins. Alors oui, sauf qu'on va voir que le fait de mettre un plus ou un moins, finalement, revient à changer l'argument. Mais donc du coup, on va prendre un argument qui est nul. Mais ça, on va voir ça juste après. Donc maintenant que j'ai la valeur de a, eh ben, je vais pouvoir remplacer ici. Alors, sachant que, du coup, ça fait 2i. Le a, ça fait i sur racine de 2L. Alors, encore une fois, avec un plus ou moins. Et le tout fois sinus de kx. Alors là, maintenant que j'ai remplacé le a, je vois que le plus ou moins, je vais le mettre devant. Avec i, alors i fois i, ça fait i carré ça fait moins 1, mais comme j'ai déjà un plus ou moins, bah, plus ou moins fois moins 1, ça reste plus ou moins, donc ça reste. Et là, j'ai 2 sur racine de 2. 2 sur racine de 2, ça fait racine de 2, donc ça fait racine de 2 sur racine de L, mais racine de 2 sur racine de L, je vais tout regrouper en disant que c'est grande racine de 2 sur L. Et donc le tout fois sinus de kx. Donc voilà finalement l'expression que je trouve pour phi de x. Alors là il y a une histoire de plus ou moins. En fait la seule différence c'est que soit j'ai plus sinus kx. Alors si j'ai plus sinus kx je laisse. Par contre si j'ai moins sinus de kx, je sais que moins sinus de kx, je peux dire que, alors soit je dis que c'est sinus de kx plus ou moins pi. Éventuellement on peut faire ce genre de choses. Par exemple ça c'est le sinus de kx plus pi. Et donc je vois que finalement, ça revient à changer la phase à l'origine. Hein. Donc du coup, on peut éventuellement avoir les deux possibilités. Souvent, c'est dit dans l'énoncé, on supposera que la phase d'origine est nulle. Donc du coup, on s'embête pas, on se casse pas la tête, et on garde uniquement le plus. Et donc ça me donne finalement cette expression pour la fonction d'onde, racine de 2L fois sinus de kx. Et donc comme tu le vois ici, c'est la normalisation de phi, en disant que l'intégrale de phi au carré est égale à 1, qui me donne cette expression-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on trouve plus ou moins à la fin, puisque comme c'est l'intégrale de phi carré qui est égale à 1, bah nécessairement, mon phi peut être égal à plus ou moins. Dans les deux cas, j'aurai la condition qui sera respectée. Et ces deux conditions, comme c'est phi de 0 et phi de L, mais qui valent toutes les deux 0, et ben du coup, là, c'est pas ça qui va pouvoir déterminer si c'est plus ou moins. Donc on se casse pas la tête et on garde uniquement le plus. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.